que je promets d'arriver à faire pour eux, je l'ai fait pour moi. Je sais de quoi je parle. On a des clients qui attendent de nous, par exemple, qu'on ait une baguette magique et qu'on leur envoie du business et qu'ils n'ont pas besoin de le gérer, mais qui peuvent tout simplement encaisser. C'est un peu compliqué. Non, 19h la journée. T'as fait 19h ? 19h. Ouais. Tu mangeais même pas à midi ? Non. Les meilleurs clients qu'on a, c'est les clients les plus ambitieux et c'est les clients aussi qui se donnent le plus de moyens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la chaîne de Mon Business. Aujourd'hui, on se retrouve avec Joris, le General Manager de Mon Business. Bienvenue. Salut. Et Jody, encore avec nous, qui nous fait le plaisir de se déplacer depuis Paris. Je suis ravi de vous avoir tous les deux aujourd'hui. On va parler de certains sujets comme l'évolution de la boîte, les services qu'on propose, la vision, nos métiers à chacun. Donc dans le premier épisode, on a parlé un peu de manière large de l'entrepreneuriat, de l'acquisition. On avait parlé la dernière fois de recrutement. Ces recrutements se sont passés. Il y a du coup pas mal de choses sur lesquelles on travaille actuellement. Et du coup, c'est par ça que je veux commencer. Donc voilà la petite intro. Joris, aujourd'hui, toi qui es avec nous et qui a fêté tes 4 ans il y a 3 jours, joyeux anniversaire. Bravo. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Mon Business ? Où on a commencé ? C'était quoi réellement qu'on proposait à ce moment-là ? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la proposition qu'on a auprès de nos clients ? Depuis 4 ans, je pense qu'on proposait une offre qui était nécessaire et qui s'adressait à un public qui était très très large. Dans tous les cas, on était sur un sujet de visibilité sur Google. Dans l'entreprise même, on a toujours eu cette culture de la performance. Donc aujourd'hui, notre but, c'est pas forcément juste de donner de la visibilité, mais de pouvoir arriver à voir ce qu'on veut vraiment derrière et qui est le sujet de toute façon, je pense, n'importe quel entrepreneur de n'importe quelle entreprise. Quand on a envie d'avoir de la visibilité, c'est pas juste de la visibilité pour de la visibilité, c'est dans un but d'avoir des clients, dans un but de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, si on a envie de pouvoir arriver à ce niveau-là, on a besoin de pouvoir mettre en œuvre beaucoup plus de moyens qui ont nécessité beaucoup plus de compétences qu'on a aujourd'hui à notre disposition et sur lesquels on continue à progresser, qui nous a amené sur des sujets de recrutement, mais ce qui nous amène surtout sur des sujets de révision de notre offre. Je veux juste rebondir sur ça parce que ça me permet aussi un peu de clarifier la vision et ce que j'essaie d'impulser dans l'entreprise. Donc tu parles de sujets très intéressants. Au début, on était sur une clientèle qui avait des très petits budgets et qui allait cibler réellement ultra localement leur clientèle. Et donc par rapport à ça, on utilisait principalement la fiche Google My Business et on avait des résultats très bons pour ce type de clientèle-là. Aujourd'hui, on continue de les accompagner, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des artisans, des coiffeurs, les personnes qui ont besoin de visibilité locale, avec les outils de Google natifs. Mais au fur et à mesure du temps, s'est posé la question des personnes qui avaient de plus grosses ambitions et qui voulaient chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires sur les différentes régies publicitaires que propose Google. Donc sur Google Ads, on allait avoir des demandes de clients qui voulaient aller plus loin que simplement mettre en avant leur fiche Google. Ils voulaient être présents sur le réseau Search, sur la Performance Max, sur YouTube, etc. Avec les évolutions qu'il y a eu sur Google Ads, l'agence aussi a dû évoluer. Et donc, l'un des sujets les plus importants qu'on a dû résoudre, c'est justement toute la partie tracking. Et la partie tracking nous amenait à être pointu au niveau des résultats. En ayant la partie tracking et la partie résultats qu'on réussit à suivre correctement, il faut, à côté de ça, avoir la compréhension business des métriques. Une fois qu'on contrôle tout le tunnel d'acquisition, on peut réellement accompagner les clients. On est passé d'une agence au début qui a répondu à un besoin de visibilité de restaurateurs et on s'est tourné de plus en plus aujourd'hui vers des clients qui ont besoin soit de génération de leads, soit de conversion sur la partie e-commerce, tout simplement. C'est vrai qu'on s'est beaucoup diversifié à ce niveau-là. On avait eu quelques opportunités aussi, premièrement avec des personnes qui ont commencé à faire cette demande un petit peu plus justement de pouvoir aller chercher des conversions. C'est des projets aussi qui, je pense, nous bottent aussi un petit peu plus. C'est vraiment des projets super intéressants sur lesquels on est et sur lesquels on a hâte de continuer à pouvoir se développer avec des e-commerce et sur des projets qui demandent beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'investissement, quoi. Est-ce que par rapport à ça, tu peux nous parler un petit peu des expériences récentes que tu as eues avec les clients que tu as pu rencontrer, que ça soit sur des shootings e-commerce par exemple, ou
ou que ce soit sur des shootings pour de la génération de leads? Les équipes ont loué un studio, il y avait une make-up artiste, il y avait des modèles qui étaient sélectionnés en amont. Donc là, c'était pour une marque de cosmétiques. Ensuite, on a créé du contenu dans un studio, que ce soit des photos et des vidéos. On a fait des photos et des vidéos pour utiliser sur le site et Instagram. On a fait des vidéos un peu plus percutantes. Donc forcément, ça va pas être parfois des vidéos très, très, très jolies, très léchées, etc. Mais il va y avoir un but marketing derrière, avec, comme on le connaît, un hook, un body et une fin. Donc on a shooté ce genre de contenu aussi dans un studio. Donc on l'a fait à l'iPhone pour avoir du contenu un peu plus organique et un peu plus fait maison, on va dire. Et on a fait aussi un petit peu avec l'appareil photo de manière plus professionnelle avec les modèles. Okay. Donc ça s'est déroulé sur une journée comme ça. Et en général, sur une journée comme ça, tu te reconnais un petit peu sur les débuts qu'on a eu avec les restaurateurs, sur certains shootings où il faut aller très vite et réussir à sortir du contenu qui répond à différentes problématiques, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut faire pour réduire les budgets. Bien entendu, que c'est toujours mieux, si on a beaucoup de budget, d'avoir du temps pour chaque chose. Des shootings branding, des shootings un peu plus lifestyle. J'imagine que ça doit être sport, quoi. Ouais, c'est très sport. Surtout que d'un point de vue vidéaste et photographe, on a tout de suite envie de faire quelque chose qui est beau, qui est stylisé, etc. Et les ads, c'est pas forcément tout le temps ça. Donc moi, je vais avoir plutôt la recherche de que ça soit joli. Quand je parle avec les créatifs stratégistes, forcément, c'est deux pôles qui font une connexion ensemble et c'est parfois délicat. Est-ce que tu as des conseils sur justement l'organisation en elle-même? Par rapport à ton expérience, tu as déjà rencontré des sujets auxquels il faut prêter attention avant d'organiser un shooting? Je dirais déjà d'organiser au maximum en amont qu'est-ce qu'on va faire. Après, on va regarder au niveau des modèles ceux qui ont une meilleure élocution, ceux qui arrivent à être plus à l'aise face caméra, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise face caméra, mais qui sont à l'aise que pour les photos et les vidéos. Toi, Joris, du coup, sur cette partie création de contenu, organisation des shootings, c'est quoi les premiers doutes que les clients ont de manière générale? Je pense que le premier doute qu'il y a aujourd'hui, c'est pas forcément un doute, c'est plutôt de la compréhension en fait du métier. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu ce dont parlait Jody, comprendre aujourd'hui entre ce qui est beau, ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir performer, c'est en général là qu'il peut y avoir un couac. Ok, vous êtes là avec nous pour un service, pour pouvoir délivrer une prestation et surtout pour pouvoir vous aider à atteindre des objectifs. Voilà ce dont on a besoin et voilà ce qu'on va devoir faire pour pouvoir les atteindre. Ça, c'est peut-être la première discussion qui est peut-être un petit peu difficile, mais à partir du moment où ça, on l'a réglé, le reste va couler de source. Et après, ça va rester de l'organisationnel. Est-ce que la personne est disponible? Qui j'ai besoin de mettre à disposition? Les premières choses à garder à l'esprit, c'est on a des besoins pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut faire. Comment après on fait pour pouvoir composer avec les impératifs et les besoins de tout le monde? Ça reste de l'organisationnel, quoi. Tu sais, Gaëtan, les gens, ils ont créé des sociétés et tout, ils en sont là, ils ont peut-être 10 ans ou 15 ans d'expérience, et ils se disent, vas-y, je vais lâcher mon bébé, eux, ils vont s'occuper de ma marque, en fait, en gros, et je leur laisse les pleins pouvoirs. C'est ça aussi qui est dur. Je fais un petit parallèle avec des influenceurs, par exemple, qui ont 2 millions sur Instagram, et moi, je leur dis, vas-y, j'ai un concept de vidéo à faire, et ils me disent, ils m'écoutent, mais je sais qu'intérieurement, ils se disent, moi, j'ai, entre guillemets, réussi, j'ai fait ça, mais toi, t'es qui, en fait? Tu vois, les restaurateurs ou les mecs dans l'entreprise, ils se disent, en fait, ils vont se déléguer ça à une entreprise marketing qu'ils connaissent pas beaucoup, en fait. Le premier truc pour répondre à ça, c'est tout simplement le travail d'analyse du créatif stratégiste de manière générale, qui doit comprendre réellement la marque, le ton de la marque, les messages. À partir du moment où tu as cette démarche vraiment analytique qui te permet de comprendre et de te positionner, tu montres déjà une démarche qui va aboutir à un résultat. Et tu vas pouvoir dire, de ce que j'ai pu étudier, je pense qu'on devrait faire ça. Est-ce que ça match avec ce que vous faites? Et souvent, on va se rendre compte que l'identité qui a été créée par un entrepreneur ou par une influenceuse, par exemple, au début, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas scriptée, elle n'est pas préparée. Oui, bien sûr. Et en fait, à partir du moment où on va pouvoir la décortiquer et la comprendre, on va pouvoir mieux la reproduire. Ouais. Et donc, ça permet souvent aussi de donner un cadre à des entreprises existantes en leur disant, voilà finalement qui vous êtes. Ouais. Et donc, de cette manière-là, quand ils se reconnaissent dans ce qu'on dit, ils arrivent à se dire, OK, finalement, c'est intéressant. Il faut aussi comprendre les inspirations. Chaque marque s'inspire de quelque chose. Si tu regardes par exemple, je sais pas, Melon Doré, ces marques-là, c'est des marques de New York ou d'autres endroits qui ont des références aussi. Bien sûr. Donc si à partir du moment où tu comprends vraiment chaque détail de chaque marque et d'où viennent leurs inspirations, tu arrives aussi à se dire, OK, voilà, j'ai vu ça, je pense que vous allez vraiment kiffer. Est-ce que ça vous dit qu'on reproduise? Tu vas vouloir reproduire aussi des choses qui sont performantes,
qui leur correspondent, mais qui sont performantes. Et donc, tu vas dire, bah voilà, j'ai vu tel contenu ou telle publicité qui, je pense, a un format qui pourrait matcher avec ce que vous aimez. Est-ce que ça vous dit qu'on le reproduise en l'adaptant à votre marque ? Il y a très peu de personnes qui vont inventer. Il y a beaucoup de personnes qui vont copier. Le but, c'est de s'inspirer en adaptant, en ayant la possibilité de s'approprier les choses, quoi. En interne, Joris, par exemple, tu peux nous parler un petit peu des efforts au niveau des process, des équipes, de ce qu'on est en train de mettre en place? Là, pour reprendre un peu ce dont on parlait juste avant, tout ce qui va être les questions d'organisation de shooting, de préparation, c'est une étape parmi d'autres qui font partie de process qu'on essaie de pouvoir mettre en place, qui sont des process qui sont pensés pour pouvoir être efficaces, pour pouvoir rien laisser au hasard et pour être sûr de frapper là où ça va être. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme toute entreprise qui devrait, enfin je pense, devrait fonctionner de cette manière pour pouvoir arriver à performer, c'est qu'on audite nos process dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce qu'on est capable de pouvoir délivrer? Est-ce qu'on est capable de pouvoir apporter de la performance? Est-ce qu'on est capable de pouvoir apporter du résultat? Même si on est à 80%, notre but c'est d'être à 100%. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, c'est là où on commence à venir après devant nos clients pour pouvoir dire ok, voilà, nous on sait faire, on sait mettre en place des campagnes, nous on sait aller vous chercher des leads, nous on sait comment vous faire convertir et voilà le plan qu'on est en train d'utiliser. Ça a été beaucoup de réorganisation, beaucoup de revues au niveau des process. Peut-être nous en parler un petit peu? Ça a été un moment très sport pour moi. Je me suis remis en fait dans chaque poste de l'entreprise, que ce soit de la partie créative stratégiste jusqu'à la partie delivery, pour comprendre et fluidifier en fait tous les points de friction de l'entreprise pour améliorer le service. C'est important que le produit qu'on vende sur notre publicité, ça soit le produit qui soit reçu par le client. Faire un audit par rapport aux besoins de l'entreprise, des produits qu'on avait besoin de vendre, des formats qu'on avait besoin de proposer, c'était important aussi pour derrière ajuster par exemple le script commercial. Le script commercial, il allait être aussi ajusté par rapport aux publicités qu'on allait mettre en ligne. Donc c'est important en fait d'avoir une vision globale sur chaque pôle et ce qui se passe, d'uniformiser tout pour que le client en fait de A à Z il soit satisfait sur ce qu'il voit de notre entreprise. Donc de A à Z, oui, j'ai dû me remettre dans chacun des postes pour réellement fluidifier, enlever tous les points de friction, revoir les process, aider les équipes à être le plus performant possible, m'assurer que la qualité de ce qu'on allait faire était bonne et concordait avec les promesses qu'on faisait aux clients. Et donc voilà, ça a été très sport. Je me suis inspiré du livre CEO Are Lazy. Je me retrouve beaucoup là-dedans, dans le sens où dans le livre, ils expliquent que ton rôle en tant que CEO, c'est de redescendre à certains niveaux quand il le faut pour comprendre les problématiques métiers et opérationnelles de chaque poste et pouvoir régler les soucis pour pouvoir t'en sortir. Parce qu'en fait, sinon, tu les traînes. On n'a pas fini, on n'a jamais fini. Comme disait mon ancien patron, le monde bouge. Donc, est-ce que tu savais le nombre d'heures que tu faisais par jour? Je sais que la plus grosse, après, voilà, c'est une journée... vous allez me dire, il est fou. Bizarre, mais c'est... Tu t'es réveillé à 5h du matin, t'as checké tous tes mails, t'as fait 2 heures de course? Non, 19h la journée. T'as fait 19h? 19h. Et en règle générale, quand tu t'as remis la tête dans les process, c'était des journées de combien? En général, c'est des journées de 12-13 heures. Hein. Ah ouais, quand même. Tu mangeais même pas à midi? Non. C'est vachement important aussi d'en parler parce que moi, en m'étant remis par exemple dans la vente, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui avaient des projets très intéressants et je leur expliquais aussi que ce que je promets d'arriver à faire pour eux, je l'ai fait pour moi. Je sais de quoi je parle. Et ils vont rencontrer des problématiques que j'ai rencontrées, que j'ai dû surmonter, que j'ai surmonté à mon niveau et il y a encore plein d'autres niveaux. Bien sûr. Mais je leur explique aussi qu'on a beau être le meilleur prestataire du monde, on a aussi besoin d'eux en tant que bon client. Et un bon client, c'est aussi quelqu'un qui va s'investir pour comprendre en fait ce qu'on est en train de mettre en place, suivre, nous donner les outils nécessaires, se donner les moyens à lui et faire en sorte qu'on puisse agir en tant que partenaire et le faire grandir. On a des clients qui attendent de nous par exemple qu'on ait une baguette magique et qu'on leur envoie du business et qu'ils n'ont pas besoin de le gérer, mais qui peuvent tout simplement encaisser. C'est un peu compliqué. Parce que si on vous envoie des leads par exemple mais que vous ne les suivez pas, nous, forcément, on ne peut pas avoir de data sur réellement ce qui se passe et la qualité de ce qu'on fait. Les meilleurs clients qu'on a, c'est les clients les plus ambitieux et c'est les clients aussi qui se donnent le plus de moyens et qui travaillent le plus. Il n'y a pas de secret. Bien sûr. Comment tu arrives à allouer du temps avec les gens et tu dirais c'est quoi dans l'entreprise le truc qu'il faut que tu mettes en premier dans la locomotive? Parce que
T'imagines, là, tu vas passer 5 heures avec Nicolas parce qu'il aura un feedback de comment il a bossé. Ouais, j'ai eu un problème avec cet agent, etc. Et tu dois gérer tout ce qu'il y a autour. Non, Donc, comment tu arrives à gérer ça? En fait, c'est ça la problématique, et c'est une problématique que j'ai rencontrée et qui touche énormément de personnes. C'est le fait de tout vouloir faire en même temps. Et en fait, à tout vouloir faire en même temps, on n'arrive à rien faire bien. C'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, notamment dans tout ce qui est tech, on fonctionne sous forme de sprint. Et un sprint, c'est quoi? C'est un focus vraiment sur une période donnée, sur une thématique qu'on va aller régler. Si tu essayes de monter ta boîte, perdre du poids, devenir le meilleur papa, le meilleur mari en même temps, et ben en fait, non, tu vois, t'as besoin de prioriser certaines choses. Des fois, tu vas être un moins bon papa parce que tu seras un peu moins présent. Des fois, tu seras un moins bon patron parce que tu seras un peu moins présent parce que ta famille en a un peu plus besoin. Bien sûr. Et en fait, c'est une question d'équilibre. Et après, on reste tous des humains. Mais je pense que le point principal de l'amélioration, c'est le focus. Et c'est pour ça que je me suis mis à chaque fois sur des postes pendant des périodes données pour bien le comprendre, le faire à la place des gens qui le font. Et là, t'en es où dans ton sprint? Il a soufflé longuement. on va dire qu'il y a les 2/3 de fait. Mais ce qui est marrant, c'est que en le faisant, tu te rends compte que ce que tu as initié au début, c'était de la merde. c'est pas. Est-ce que tu dis parfois comment j'en suis arrivé à là? Non, je le sais, tu vois, donc il faut pas se mentir à soi-même, mais typiquement, tu te rends compte en fait des possibilités, tu découvres des choses par rapport à ta boîte, par rapport à tes clients et par rapport au travail que tu es en train de faire qui t'ouvre de nouvelles portes. Forcément, Donc il faut aller vers les choses avec l'aplomb qui est celui de quelqu'un qui pense qu'il va pas échouer, parce que de manière générale, tu peux pas échouer. C'est-à-dire que si tu essayes et que tu continues, tant que tu t'arrêtes pas, ça va marcher. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que souvent, on essaye de trouver des solutions dans le prisme de ce qu'on connaît, alors qu'elles sont au-delà. À chaque fois qu'on a eu de nouveaux clients sur de nouveaux sujets, je pense là où on a été bon, c'est d'avoir été prêt à entendre ce qu'on pouvait nous dire. Il faut pouvoir trier un petit peu, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive en fait avec un regard nouveau sur la boîte et qui va identifier ça, on a fait ci, ça, on a fait ça. Ou alors tu vas juste te retrouver dans une position où tu réexpliques les choses et tu te retrouves à redécomposer ce que tu es en train de faire. Il faut juste que tu sois prêt à ce moment-là à pouvoir dire ok, là, c'est peut-être sur ce point-là qu'il faudrait qu'on puisse avancer. La plupart des clients, ils ont déjà des business qui tournent, ils ont déjà un système d'acquisition en place, mais ils veulent se tourner de plus en plus vers le digital, quand on parle par exemple de la génération de leads. Et donc, ils ont la conscience de leurs besoins, ils ont aussi la conscience de leurs lacunes, et ils sont en train de faire leur shopping entre les différents prestataires. Bien sûr. Et donc, par rapport à ça, quand on arrive à leur expliquer la vision business qu'on apporte à 360 au niveau de notre accompagnement, ils sont rassurés et ils nous disent souvent « Ah bah tiens, ça c'est des choses dont on m'a jamais parlé ». Et donc là, typiquement, j'ai eu un client qui est en train de lancer une start-up sur laquelle il veut faire une levée de fonds en octobre, et il nous parle de l'agence de communication qui gère en fait sa publicité. Mais en fait, son agence de communication, c'est une agence de communication. C'est pas une agence d'acquisition, c'est pas une agence de media buying. Par exemple, un media buyer, il a rien à voir avec un designer. Un creative strategist, c'est un métier à part entière. Il y a des spécialisations qui doivent être utilisées et qui sont de plus en plus recherchées par des clients qui sont de plus en plus éduqués. Ça serait quoi pour toi le top 3 pour une entreprise là, par exemple, qui fait le levée de fonds? Qu'est-ce qu'il lui faudrait à lui? Principal levier, dans tous les cas, c'est l'acquisition, je dirais, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et souvent, quand on fait une levée de fonds, justement, on a les fonds pour aller acheter des clients, même sans qu'ils soient rentables. Le but aujourd'hui, c'est de dire, on veut chercher de l'attraction. La plupart des startups, elles sont rentables au bout de 7 ans. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. Non, elles sont rentables au bout de 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, elles perdent de l'argent. Avant de trouver justement le product market fit, avant de trouver la bonne offre, le bon positionnement, le bon prix, d'avoir réussi à construire toute la partie opérationnelle, quelque chose de qualitatif et qui soit rentable, ils burnent énormément de cash. L'acquisition, c'est le principal levier sur lequel on peut aller chercher de la nouvelle clientèle. Si c'est mal fait, on peut énormément cramer d'argent. Il y a des startups comme ça qui peuvent ne pas être très bien accompagnées parce que c'est des petits projets, ils vont lever des petites sommes, des sommes de 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, avec lesquelles tu ne vas pas faire énormément de choses et qui ne vont pas t'ouvrir forcément les plus grandes portes. Bien sûr. L'essentiel, je pense que dans une levée de fonds, un fondateur, ce qu'il doit rechercher, c'est vraiment l'équipe qui va l'accompagner pour être sûr que
quand il va dépenser l'argent qu'il a levé, eh ben, que ça soit le moins de gaspillage possible. Après, il y a la partie opérationnelle. Ok. La partie opérationnelle, ça va être la deuxième, si c'est pas plus important que la partie acquisition. Et après, la troisième, ça va être la rétention, tout simplement. Ok. Comment on fait pour retenir nos clients? Déjà, il faut avoir un tracking qui est poussé pour comprendre nos métriques, combien les clients dépensent, combien les clients restent de temps chez nous. Une fois que tu as compris ces datas-là, que déjà tu arrives à les voir, Ouais. une fois que tu les as compris, tu peux mettre en place des choses qui permettront par la suite d'améliorer en fait, la santé. Voilà, Ouais, la santé de l'entreprise. Qu'est-ce que réellement les clients achètent chez nous et qu'est-ce qu'ils obtiennent. Donc comment ça se passe au niveau de l'achat. Derrière, comment ça se passe au niveau de l'onboarding par exemple. Comment une personne elle arrive chez nous, elle arrive dans un cadre du coup qui a été bien identifié, où on a des objectifs qui sont clairs et avec un plan d'action qui est établi immédiatement. C'est-à-dire que on a un audit tout de suite qui est fait des plateformes. Est-ce qu'on est dans des conditions aujourd'hui à pouvoir performer? Non. Faisons ça en premier. Est-ce que votre site est bon? Est-ce que vous avez une bonne landing page? Est-ce que aujourd'hui, si on est sur des leads, on se rend compte que vous n'avez pas de quoi pouvoir les traiter? C'est-à-dire que vous avez une personne aujourd'hui qui est là pour pouvoir accueillir 40 leads qu'on vous envoie. Donc en fait, vous ne savez pas les traiter tous les jours. Donc on a un problème à ce niveau-là. On s'assure de faire en sorte que le tunnel il est bien en place. Une fois que le tunnel il est bien en place, qu'on a fait cet audit-là, on répare les éventuels problèmes qui sont mis en place et ensuite on applique notre plan d'action. Quel est pour toi le mythe marketing que tu encore entends parler et encore parler, et quand tu l'entends, ça te fait lever les yeux au ciel? Pour toi, le gros mythe marketing? Le mythe marketing, c'est quand je vois par exemple dropshipping is dead, je pense. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, il est pas dead du tout. Il est pas dead. Et toi, Joris? Franchement, c'est exactement le même, mais là, c'est plus d'un point de vue personnel. C'est pour ça. Je me suis fait pigeonner. Là. Il faut le dire. C'est très très honteux, mais c'est de plus en plus bien fait. Quand je vous dis qu'en vrai que le secteur est de plus en plus concurrentiel, ils arrivent à pigeonner des gens un peu chevronnés, on va dire. Ouais. Toi, Gaëtan, si tu devais repartir avec 100 € là, repartir à zéro, qu'est-ce que tu ferais? Avec 100 €? Ouais. Wow. J'irai pour un verre. 100 €, non, franchement. Non, pas 100 €. Non, mais même avec 100 €, je te peux te dire ce que je fais. Avec 100 €, Prenez des notes. honnêtement, je prends une licence Ringover ou Aircall et je commence à appeler. Et toi, Joris, d'un point de vue general manager? Prends une licence sur LinkedIn pour aller chercher du profil. C'est vrai? C'est de ça dont j'ai besoin en premier. Quels sont les trucs où t'es pas trop fier dans ton dashboard, Gaëtan, ou de ce que tu avais fait dans l'entrepreneuriat ou ce que tu avais mis en place? Joris, tu sais, toi? Ouais. Le volume total des clients résiliés du CA qui aurait pu être généré. Mais c'est un très bon motivateur. C'est sûr que quand tu regardes en 4 ans le nombre de résiliés qu'on a rentrés, parce qu'il faut savoir qu'on est très bon en acquisition, vu que c'est notre métier, il faut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça veut dire qu'on a toujours su rentrer des clients. Et voilà, c'est la compétence qu'on met à disposition des nôtres. Donc voilà. Si tu pouvais hacker la tête d'un marketeur ou de quelqu'un de célèbre en 24 heures, ça serait qui et pourquoi faire? Là, dernièrement, je suis à fond sur Shan Hanif. Ok. C'est un entrepreneur anglais qui, du coup, m'a beaucoup inspiré sur tous les process qu'on a repris. Donc actuellement, ça serait lui. Tu m'aurais posé Donc je faisais la question avant, t'aurais pas répondu pareil? Il y a 6 mois, ça aurait été différent. Mais... Ok. Moi, qui sont sur des sujets un peu plus managériaux, Bien sûr, je ouais. peux voir, c'est peut-être Alex Hormozy, ouais. Quelle est la pire critique que tu as reçue ou que tu as vue comme commentaire sur les réseaux ou... Ah bah ça c'est mon combat depuis toujours. La plupart du temps, c'est des personnes par exemple qui se plaignent du renouvellement d'un abonnement. Ok. Alors qu'on a toujours fonctionné sous système d'abonnement et que moi ça fait 6 ans que je me bats avec tout le monde en interne pour bien l'expliquer, parce que justement je sais que facturation elle va arriver quoi qu'il arrive de notre côté et que du coup la personne en face de nous elle doit réellement être au courant. Forcément quand un client nous dit qu'il n'était pas au courant, ça me fait dresser les poils, quoi. Et donc à ce moment-là, la première des choses que je fais, c'est d'aller vérifier si nos process ont été respectés. Okay. Si au niveau des appels, tout a été clair. Si au niveau des emails de follow-up, etc., qu'on envoie, ça l'a été aussi. Si au niveau du contrat qu'on fait signer, c'est bien stipulé. Okay. Donc à partir de ce moment-là, on a les éléments pour pouvoir en discuter avec le client. Soit c'est un client qui se retrouve malheureusement dans une mauvaise situation et qui ne l'avait pas prévu et qui essaye de s'en sortir en laissant un mauvais avis. Soit c'est quelqu'un de mauvaise foi parce que si on a vérifié et que c'est OK de notre côté, il n'y a pas de sujet. Et si c'est le cas et qu'il y a une erreur, de notre côté, on rembourse et il n'y a aucun problème non plus, quoi. Dans tous les cas, en termes de pourcentage, c'est combien? Je dirais même pas 5%, quoi. Mais
5%, c'est pas zéro, quoi. C'est pas zéro, c'est vrai. Joris, si tu avais un conseil pour quelqu'un qui veut prendre ton poste, quels sont les sacrifices et les valeurs qu'il devrait faire, s'il y en a? De beaucoup de compréhension surtout. Je pense que moi, le chemin que j'ai fait, je pense pas qu'il y en ait d'autres de valables pour pouvoir vraiment être efficace aussi aujourd'hui à ce poste-là. On va dire à l'exception des nouveaux qu'on a créés, qui sont créatifs, stratégistes, etc., qui sont pas de mon domaine. J'ai pris tous les postes aujourd'hui qui sont dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me parle de vente, quelqu'un qui va me parler de rétention, quelqu'un qui me parle de gérer des campagnes, qui met en place, c'est des sujets que je maîtrise. Plus on continue à grandir, plus il faut pouvoir se mettre à jour. Parce que là encore aujourd'hui, tu vois, quand on recrée des créatifs stratégistes, bah il y a des trucs sur lesquels je suis pas à jour en fait. Donc c'est toujours être au courant, avancer. Soif de connaissances. Et on va finir là-dessus. Let's go. Avec une petite citation. Comme vous le savez, j'adore ça. Il adore ça, Père Castor. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Merci en tout cas tous les deux pour vos interventions. Merci à toi.